Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux que la thématique des droits culturels puisse être abordée lors de rencontres internationales d'une grande richesse à Winnipeg. En effet, les droits culturels sont une thématique trop souvent négligée, voire oubliée, dans les réflexions, dans les recherches et dans les actions autour du handicap. Pourtant, nous le savons, les enjeux sont nombreux et considérables, puisque la possibilité de participer librement à la vie culturelle est évidemment un préalable pour une bonne inclusion sociale, scolaire et professionnelle. Donc les négliger, ces droits culturels, c'est, je pense, une erreur à la fois conceptuelle et stratégique. Je tiens à insister sur ce point. Il faudrait sans doute changer de paradigme. La culture n'est pas une cerise sur le gâteau, mais elle est au cœur du gâteau, je dirais. Et puis, en fait, il y a des enjeux encore beaucoup plus importants autour des droits culturels, notamment un enjeu qui est celui de la dignité humaine. Car je tiens à insister sur le fait qu'aucun être humain ne peut être défini par ses seules données biologiques et réduit à celles-ci. Nous sommes tous des êtres de culture. Et d'ailleurs, lorsque des personnes handicapées, âgées, en manque d'autonomie, sont mises à l'écart de toute nourriture culturelle, de toute possibilité d'accéder à une quelconque nourriture culturelle en ne recevant que des soins de nursing, leur existence même est mise en danger. Je citerai d'ailleurs l'anthropologue français Charles Gardou qui a écrit dans son livre « La société inclusive » « Soignés par tous, ils peuvent mourir de n'exister pour personne ». Et je tiens d'ailleurs à dédier mon intervention en hommage à une personne âgée, Madame Émilienne, qui s'est laissée mourir à la fermeture brutale et définitive de l'atelier de peinture où elle venait régulièrement s'exprimer en peignant. Dans son dernier lieu de vie, un service longue durée dans un hôpital gériatrique en France en 2016. Nous le voyons donc, les droits culturels, la liberté de pouvoir participer à la vie culturelle, déjà un enjeu de dignité et d'existence même. Mais il y a encore d'autres enjeux encore plus importants, puisque, paradoxalement, les droits culturels sont assez mal connus, et pourtant, ce sont bien les droits culturels qui sont au cœur des tragédies qui secouent la planète. Ce sont en effet des symboles des droits culturels qui sont les cibles d'un terrorisme mondialisé, des écrivains, des dessinateurs, des journalistes, des œuvres dans des musées, des monuments du patrimoine culturel de l'humanité et même des jeunes filles sur le chemin de l'école. Et je pense tout particulièrement à cette jeune fille pakistanaise, Malala, qui a survécu à un attentat et s'est engagée avec détermination pour la défense du droit à l'éducation, du droit à l'école, du droit à la culture, et qui d'ailleurs a été récompensée par le prix Nobel de la paix. Donc nous le voyons, les enjeux des droits culturels sont considérables, des enjeux de dignité humaine et de vivre ensemble. Il faut le comprendre, le manque de culture peut tuer lorsque l'on en est privé, et le manque de culture tue souvent en attisant la haine entre les individus et les peuples. Donc, nous le voyons, les droits culturels représentent vraiment des enjeux absolument tout à fait centraux. J'ajouterai en préambule que mon engagement sur ce sujet des droits culturels est né d'un double constat.
Tout d'abord, un constat très enthousiasmant, celui que, finalement, quels que soient les handicaps, moteurs, visuels, auditifs, mentaux, psychiques, cognitifs, une grande diversité de pratiques artistiques, culturelles reste toujours possible. Et je dirais non seulement possible au niveau des activités de loisirs, mais aussi au niveau des pratiques amateurs, mais aussi professionnelles. Et j'ajouterais même que nous ne devons jamais oublier que les personnes handicapées ont montré cette capacité à inscrire leur nom comme des grandes figures dans l'histoire de l'art et des sciences. Songeons à Beethoven, à Van Gogh, songeons à Stephen Hawking, à Stevie Wonder, à Michel Petrucciani, à Frida Kahlo, à Borges, la liste est très longue. Et donc, ça, évidemment, c'est un constat qui est très enthousiasmant. Mais évidemment, cette accessibilité est possible si l'environnement est capacitant. Et malheureusement, le deuxième constat est sombre, c'est que l'environnement est rarement capacitant. C'est pour ça qu'il me semble que nous devons, en effet, nous mobiliser pour des réflexions et des actions pour cette défense des droits culturels, tout particulièrement pour les personnes handicapées et âgées en perte d'autonomie. Alors je vous propose un bref exposé en 5 points. Tout d'abord, qu'est-ce que la culture? Que sont les droits culturels? Quelle typologie de situation d'exclusion, de discrimination et d'apartheid culturel qui peut être observée, que peuvent subir les personnes handicapées encore aujourd'hui en 2018? Quelles en sont les causes, quels en sont les processus à l'origine? Et enfin, je proposerai quelques préconisations. Alors, qu'est-ce que la culture? Derrière ce mot, la culture, bien des significations, bien des contenus divers. Bon, je proposerai, pour faire bref, la définition qui en est donnée dans la déclaration qui a été adoptée lors de la conférence mondiale sur les politiques culturelles organisée par l'UNESCO en 1982 à Mexico. Alors, je cite, « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société humaine ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. » Il s'agit là d'une définition anthropologique de la culture. Mais lorsque nous évoquons les politiques publiques, lorsque nous abordons les questions des politiques publiques, notamment pour cette participation à la vie culturelle, nous avons l'habitude aussi d'évoquer, d'utiliser des notions, tout particulièrement de pratiques culturelles, artistiques, d'activités de loisirs. Alors, ces activités peuvent être groupées dans quelques grands domaines importants qu'il s'agit d'envisager dans leur ensemble. Je dirais tout d'abord l'accès aux œuvres, au patrimoine culturel, dans toute leur richesse de diversité, patrimoine culturel, littéraire, musical, chorégraphique, cinématographique, architectural, etc. L'accès à l'éducation et à l'enseignement artistique, aux pratiques dans le sens pouvoir jouer de la musique, danser, chanter, peindre, interpréter des œuvres théâtrales et tant d'autres. L'accès à la création artistique, qui est là en effet un point qui me paraît tout à fait essentiel pour tout être humain, c'est d'avoir cette possibilité d'avoir accès à la création artistique, quelles que soient les disciplines d'ailleurs. Et puis, enfin, un vaste domaine qui a envahi aujourd'hui notre quotidien, celui de l'accès à l'information et à la communication, via la presse écrite, mais via les médias radiophoniques, télévisuels, et via Internet, bien sûr, l'accès aux réseaux sociaux, et puis à la diversité infinie des contenus culturels numériques. Nous voyons là donc une grande richesse, une palette très large d'activités qui doivent être prises en considération, examinées de près
lorsqu'il s'agit de savoir si les droits culturels des personnes handicapées sont bien effectifs. Alors, avant de savoir s'ils sont effectifs, qu'est-ce que les droits culturels? Les droits culturels font partie des droits humains fondamentaux qui eux-mêmes sont interdépendants, sont tout à fait inaliénables, indivisibles et interdépendants. Et ces droits sont issus principalement de deux concepts. Le concept de droit naturel, qui en renvoie à cette appartenance à l'espèce humaine, les droits naturels qui ont donné en effet naissance au droit, cette notion de droits humains universels qui ont été portés tout particulièrement par les penseurs du siècle des Lumières, avec Rousseau, Diderot, Voltaire. Voltaire qui s'est énormément battu, vous le savez, pour cette notion de tolérance, mais n'a pas été le seul. À travers toutes les époques et tous les continents, il faut le souligner, des penseurs, des grandes figures ont porté cette notion de tolérance, que ce soit Gandhi, je pense à Nelson Mandela, bien sûr, à Martin Luther King. Ça fait 50 ans cette année qu'il a été assassiné. Mais je pense aussi à bien d'autres, comme Confucius, comme Averroès. Cette notion de la tolérance est aussi au cœur de cette notion de droit culturel. L'autre concept, c'est celui aussi du droit du citoyen, c'est-à-dire des droits qui sont inhérents au fait d'habiter dans une cité particulière, dans un État, dans un territoire régi par des règles particulières. Et donc les droits culturels ont été inscrits dans de nombreux textes de portée internationale. J'en citerai quelques-uns, sachant d'ailleurs que la plupart de ces textes ont été adoptés dans le cadre d'événements historiques extrêmement importants, souvent tragiques, mais qui ont marqué parfois aussi un tournant important. Alors évidemment, le premier qui vient peut-être à l'esprit, c'est dans le cadre de la Révolution française de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a posé déjà des exigences très importantes en termes de liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de pratiquer sa religion, liberté pour la presse. Par la suite, face à la découverte des abominations commises notamment dans les camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale, la communauté internationale s'est mobilisée et a adopté donc, lors d'une assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1948. Nous célébrons cette année donc, le 70e anniversaire d'ailleurs de cette Déclaration universelle des droits de l'homme et qui comporte donc notamment son article 27 qui a posé donc, le principe que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. Par la suite, d'autres textes importants au niveau international, je pense bien sûr au traité international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1966 et entré en vigueur en 1976. Et par la suite, plusieurs textes de portée internationale sont venus aux côtés de cette notion de liberté de pouvoir participer à la vie culturelle de la communauté. On fait apparaître, on met l'accent aussi, je dirais, sur une autre notion qui est celle du respect des identités et des diversités culturelles. Alors, tout particulièrement, dans le contexte des attentats sur les Twin Towers à Manhattan, aux États-Unis, la Déclaration internationale de l'UNESCO sur la diversité culturelle, adoptée donc en 2001, puis quelques années après, en 2005, la Convention internationale de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et enfin, je citerai trois autres textes qui me semblent particulièrement importants sur les droits culturels. La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, portée par un groupe d'experts de l'université réunis à l'université de Fribourg en Suisse en 2007, qui rassemble et analyse et explicite, je dirais, la plupart des textes portant sur les droits culturels. Et enfin, porté dans le cadre d'un travail du Comité des droits de l'homme auprès de l'ONU, ce qu'on appelle donc l'Observation générale 21, qui a son article 15, en effet, rassemble aussi tous les principaux textes portant sur les droits culturels. Alors les droits culturels, nous le voyons,
ils abordent différentes thématiques, je l'évoquais, la liberté de participer à la vie culturelle de la communauté, la protection des identités et diversités culturelles. Mais il y en a bien d'autres que je n'ai pas le temps d'évoquer en détail, mais par exemple la question des droits d'auteur, avec la protection intellectuelle, sachant que les droits d'auteur, d'ailleurs, ont été instaurés en France sous l'impulsion de Beaumarchais dès 1777. Mais je pense à la protection aussi des langues régionales, protection des minorités, etc. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les droits culturels, bien sûr, ont posé aussi des limitations, comme l'interdiction de l'incitation à la haine, au meurtre, à la haine raciale, etc. Mais surtout qu'ils ont posé des obligations pour les États et parties, pour les gouvernances au niveau des États et des collectivités territoriales. C'est là, évidemment, un point très important. Il ne suffit pas de définir des principes, il est extrêmement essentiel de se rappeler que les gouvernances ont des obligations en termes de faire respecter pour rendre effectifs ces droits culturels. Concernant donc les personnes handicapées, nous avons en effet des textes importants, et pour être bref, je citerai évidemment la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006 et entrée en vigueur en 2008, ratifiée par la France en 2010, et qui comporte notamment à son article 30 des éléments concernant donc la liberté de participer à la vie culturelle et d'avoir accès aux activités récréatives. Cette convention, nous l'avons déjà évoquée lors de ces journées, s'appuie essentiellement sur les principes aussi de l'accessibilité universelle, de l'égalité avec les autres, de l'égalité des chances, de la non-discrimination. En France, nous avons la loi du 11 février 2005, égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées, et qui a posé, en effet, par 2 décrets notamment, d'application, des avancées pour promouvoir l'accès des personnes handicapées à la vie culturelle. Je citerai tout particulièrement le décret concernant la prestation de compensation du handicap, qui, en effet, a permis que, dans la liste des besoins essentiels à l'existence, soit reconnu l'accès à la culture et ouvrant droit à compensation, ce qui peut permettre, sous critère d'éligibilité, à une personne handicapée donc, de bénéficier d'aides financières, d'aides humaines, d'aides techniques pour accéder à la vie culturelle. Ensuite, un décret portant, lui, sur les établissements recevant le public, qui indique qu'aux côtés de l'accessibilité, des exigences d'accessibilité du cadre bâti, sont posées des exigences d'accessibilité des prestations. Elles doivent être accessibles comme pour les personnes valides ou, à défaut, présenter une égale qualité d'usage. Alors, face à ce cadre, qui est très riche au niveau juridique, des instruments juridiques, qu'en est-il de la typologie et de la réalité donc, de ces droits au niveau effectif et qu'en est-il donc de la typologie des situations d'exclusion, de discrimination, de ségrégation culturelle? Pour faire court, je dirais qu'on voit d'une part, ça et là, des personnes qui sont frappées individuellement par des discriminations, une personne aveugle qui se fait interdire l'accès à une discothèque, l'inscription à une école de musique, une personne en fauteuil roulant interdire l'accès à un musée, des personnes handicapées mentales interdire l'accès à un centre de loisirs. Mais on voit aussi des discriminations qui frappent collectivement des personnes handicapées pour certaines activités culturelles, dans les lieux de diffusion culturelle, pour les programmes de télévision. S'il n'y a pas de dispositif d'audio-description, de sous-titrage, d'interprète en langue des signes, eh bien, en effet, à ce moment-là, ce sont des catégories entières de personnes handicapées, aveugles, malvoyantes, sourdes, malentendantes, qui vont finalement être discriminées. On voit d'ailleurs une égalité de traitement absolue. Certains conservatoires, à titre d'exemple, un conservatoire à Paris qui accueille 1000 élèves, le directeur des études, lors d'une opération de testing, déclare « nous n'accueillons aucun élève handicapé » et il ajoute « nous ne pouvons en accueillir aucun ». Et à côté, un autre conservatoire, plus loin, aura, lui, une démarche, une politique tout à fait inclusive. Donc, inégalité de traitement au niveau des lieux culturels. De la même manière, des bibliothèques font du portage culturel à domicile, mais dans d'autres départements ou dans d'autres quartiers, il n'y en a pas. Et puis, au sein des institutions sanitaires et médico-sociales, nous le voyons aussi, que des thématiques entières, comme par exemple l'accès à l'enseignement artistique, est pratiquement inaccessible, n'est pas proposé. On propose essentiellement des activités occupationnelles, mais l'accès à l'éducation et à l'enseignement artistique est très rarement proposé au sein des institutions sanitaires et médico-sociales qui, pour certaines, sont des lieux de vie où les personnes ne sortent que très rarement de ces lieux de vie et où d'ailleurs le principe de garantie de continuité du service public de la culture n'est pas assuré. Enfin, on voit aussi des groupes de personnes qui sont victimes de véritables apartheid culturels. Par exemple,
des milliers de personnes autistes qui vont être obligées d'aller chercher des institutions d'accueil loin de leur domicile familial, en Belgique par exemple, qui donc ne vont pas pouvoir participer à la vie culturelle de leur communauté, je dirais, d'origine, du bassin de vie. Et c'est le cas aussi, par exemple, des personnes âgées en perte d'autonomie qui, comme l'a dénoncé récemment le Comité national consultatif d'éthique, sont victimes, c'est les mots qu'ils ont employés, de ghettoisation assez généralisée. Et il va de soi que, du coup, ils sont aussi victimes d'une ségrégation culturelle. Et donc là, ce sont des centaines de milliers de personnes. Pour ce qui est de la France et dans d'autres pays aussi. Enfin, en conclusion, sur les exclusions et les discriminations, je dirais qu'on constate deux catégories de citoyens, de personnes. Celles qui peuvent avoir accès à la vie culturelle, à l'offre des services et des établissements culturels dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire qu'ils ont accès à une offre pérenne, et puis ceux, souvent les personnes handicapées, elles en manque d'autonomie, qui dépendent de l'existence éventuelle de projets à leur attention. Et en plus, nous le savons, par définition, les projets, ce type de projets sont toujours limités dans le temps et ont une portée aussi très limitée en termes de nombre de bénéficiaires. Donc, évidemment, on est face à une situation absolument inacceptable. Alors, quels sont les principaux processus à l'origine de ces exclusions, discriminations et apartheid culturels? Ils sont nombreux. J'en citerai quelques-uns qui sont évidemment qu'on ne trouve pas tous les mêmes selon les pays. Là, je m'appuie surtout sur des études en France, un peu au niveau européen et international. Eh bien, déjà, il y a l'héritage, la persistance d'une représentation sur le handicap qui fait que si quelqu'un est handicapé, s'il a en perte d'autonomie, pour ses activités culturelles, de loisirs, il relèverait plutôt du bénévolat, des mouvements caritatifs, de la charité, que de l'action publique, que des services publics. Et par ailleurs, l'autre phénomène que l'on voit très fréquent, c'est, ça a été beaucoup évoqué cette notion-ci, cette approche médicale du handicap et non pas une approche par les droits. Et cette approche médicale réduit les personnes à leur maladie, à leur handicap, et au niveau des pratiques culturelles, génère une confusion entre projet de vie, projet de soins, pratiques culturelles et artistiques avec pratiques thérapeutiques à médiation culturelle, génère aussi l'acceptation, voire la promotion de la substitution généralisée des professionnels de la culture et des arts par des professionnels du soin. Et on trouve des personnes qui, pendant des années, ont pour l'animation d'ateliers d'art plastique, de chorale, d'ateliers de musique, etc., des aides-soignants. Ce n'est pas là, évidemment, respecter le principe d'égalité avec les autres, présent dans de nombreuses lois et dans la Convention de l'ONU. Donc, comme autres raisons, bien sûr, elles sont nombreuses, il y a quand même aussi le manque absolu, en général, de dispositifs permettant la coopération des acteurs sur les bassins de vie, des acteurs, en effet, culturels, artistiques, avec ceux des acteurs du secteur sanitaire, médico-social, avec les associations représentatives de personnes handicapées, et surtout, au cœur, avec les personnes handicapées elles-mêmes, au centre, pour que ce soit elles qui soient en autonomie, pouvoir exprimer leur libre choix sur leur projet de vie, sur leur projet en termes d'activité culturelle et artistique. Dernier point aussi, il manque évidemment des savoir-faire, des formations en activité culturelle et artistique. Et le dernier point concernant vraiment les causes, c'est au niveau des gouvernances. C'est-à-dire qu'il y a un manque de prise de conscience, et je dirais même parfois un manque de moralité, de morale en termes de politique, puisque souvent, ce que l'on constate, ce n'est pas un manque d'efficacité, un échec, comme il est dit souvent, des politiques de démocratisation culturelle. Non, ce n'est pas que ça, c'est la persistance. Je dirais même sans gêne, sans ce qu'on appelle des souffrances éthiques, de politiques de ségrégation culturelle. Car en effet, on voit bien le cas caricatural, clair, net des EHPAD, des maisons de retraite médicalisées, où en général, de manière généralisée, je veux dire, elles sont mises à l'écart des services publics de la culture, à part quelques saupoudrages. Alors, quoi faire comme préconisation? Je vais conclure. Je dirais qu'il faut déjà, au niveau international et dans les États, promouvoir des actions de sensibilisation pour qu'il y ait une meilleure conscience des enjeux autour des droits culturels, un sursaut moral, je dirais aussi, et puis qu'il y ait des plans d'action au niveau national, au niveau des États, au niveau des collectivités territoriales, de véritables plans d'action pour inverser la hiérarchie des priorités. Il ne faut pas que plus on soit handicapé, plus on soit à l'écart des ressources en termes financiers, en termes de ressources de professionnalisme de la culture, etc., et d'équipement.
Il faut aussi, donc au cœur de ces plans, moi je ferai 2 ou 3 propositions, l'instauration de conseils et de contrats territoriaux de l'accessibilité culturelle, non pas pour les personnes handicapées, à l'échelle d'un bassin de vie, pour tous les habitants, et en prenant en compte ce qu'on appelle souvent les sans-voix, les invisibles, les personnes qui aujourd'hui restent entre les grilles de leur lit, subissant des exclusions culturelles absolues. Il est impératif de les prendre en compte. Cette situation ne peut pas durer. Et donc aussi instaurer des modules de formation sur l'accessibilité culturelle pour tous les acteurs concernés et qui soient obligatoires dans la formation initiale notamment. En conclusion, je dirais que face à la réalité douloureuse au niveau de la planète, de tragédies meurtrières qui font des millions de morts, dont l'origine sont des conflits identitaires et culturels. Et face au constat que parmi les plus d'1 milliard de personnes handicapées, selon le rapport mondial de l'OMS, le dernier de 2011, une grande majorité subissent des exclusions, discriminations à partir de culturelles inacceptables, il est temps de regarder en face l'échec, l'inefficacité du cadre des instruments juridiques sur les droits culturels et internationaux et l'échec des mesures, l'insuffisance des mesures d'accompagnement. Et c'est pourquoi, depuis cette ville de Winnipeg, qui dispose d'ailleurs d'un musée absolument formidable, unique, sur ce sujet, consacré uniquement sur ce sujet des droits humains fondamentaux, je lance un appel, en effet, l'appel de Winnipeg pour un pacte culturel mondial, pour qu'enfin soit menée, parce que son élaboration permettra les réflexions indispensables sur les manques au niveau du cadre international et sur les manques en termes de mesures d'accompagnement, sur les dérives qui sont génératrices de troubles terrifiants, qui sont issus de dérives au niveau des interprétations aussi des droits culturels. Et la promotion, l'adoption de ce pacte culturel mondial permettrait aussi, par notamment un plan mondial d'éducation aux droits culturels dès le plus jeune âge, de promouvoir une nouvelle approche revivifiante des droits culturels, nourrie, enrichie des concepts notamment de l'accessibilité universelle, de l'exception culturelle également, et une approche plaçant comme première des priorités le respect de chaque individu, le respect de la communauté humaine, avec toutes ses composantes en termes d'individus et de communautés particulières, en termes de racines, de ressources, d'identité culturelle. Oui, le respect de la communauté humaine dans toute sa plénitude. Ne négligeons plus l'importance vitale de la culture. Comme l'a écrit Roland Gori dans son livre « Un monde sans esprit », dans le clair-obscur des crises politiques naissent les monstres. Ils naissent du vide culturel et d'un monde sans esprit. Alors, mesdames, messieurs, sachons, par la force du handicap et de la culture, poser des repères, fixer un cap, celui d'une humanité, tout simplement d'un avenir d'humanité, et j'ajouterai avec le respect de notre, pas de notre, de la planète Terre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, André. Un monde de ténèbres sans culture, la culture